Djaïli Amadou Amal est une militante féministe et écrivaine camerounaise. Mariée à 17 ans, dans le cadre d'un mariage forcé, elle parvient à quitter son mari après 5 ans de vie commune. 10 ans plus tard, elle quitte un deuxième époux violent. Recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 celle qu'on surnomme la voix des sans-voix et qui dénonce les discriminations faites aux femmes. Dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, nous avons tenu à rencontrer l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, de passage à Abidjan. Figure influente de la littérature africaine, Djaïli Amadou Amal est une écrivaine et militante féministe camerounaise, connue pour ses ouvrages traitant des violences et des discriminations dont sont victimes les femmes du continent africain. Son roman « Les Impatientes », d'inspiration autobiographique, a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Avec cette fiction inspirée de faits réels, l'auteur aborde les thèmes de la polygamie, du mariage forcé et des violences conjugales en plongeant le lecteur dans la réalité des femmes d'Afrique de l'Ouest. Pour aider à la prise de conscience, Djaïli a créé en 2012 l'association Femmes du Sahel qui œuvre en faveur de l'éducation des filles dans le nord du Cameroun. Bonjour Djaïli. Bonjour Aïssata. Un plaisir de te recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Merci. Et surtout, bienvenue en Côte d'Ivoire, parce que tu m'as dit que c'est ta deuxième fois. La première fois, c'était une visite éclair. Tu es écrivaine camerounaise et ton roman « Les Impatientes » pour lequel tu as été la première africaine finaliste du prix Goncourt et ensuite tu as gagné le prix Goncourt des lycéens en 2020. C'est bien ça ? Alors, ça traite des violences basées sur le genre. Pourquoi ce thème ? Eh bien là, c'était un thème vraiment important pour moi. Il fallait absolument que je l'écrive, mais je dois avouer que pour ce roman, j'ai quand même hésité longtemps, parce qu'il est d'abord très difficile de parler des violences faites aux femmes, Tout à fait. surtout sur un sujet porté par une femme. Et ensuite, comment pouvoir parler de toutes les formes de violence en allant sur un seul personnage ou sur un seul roman. J'ai attendu vraiment un bon moment puisque j'ai publié mon deuxième roman. Il faut rappeler quand même que Les Impatientes, publié d'abord au Cameroun sous le titre Mounial, les larmes de la patience, est mon troisième roman. Donc le deuxième roman est publié en 2013, mais Mounial en 2017. Donc il s'est passé quand même presque 5 ans. Et pendant que je réfléchissais à comment pouvoir aborder ce thème restait quand même hyper important pour moi parce que j'ai subi toutes ces violences et je pense que c'était hyper important de pouvoir en parler, de pouvoir apporter aussi quelque part un témoignage et voilà. Et puis un jour, j'étais à la dédicace d'un de mes romans. Quand une personne s'approche de moi et qui fait partie d'une association que j'adore, qui est Habitat Pulaku International, donc l'association pour la pérennisation de la culture Peul. Cette personne s'approche de moi et me dit voilà ma contribution. C'était juste un format où il avait écrit en langue Peul, donc en Fulfulde, ce qu'il a intitulé « Les conseils d'un père à sa fille ». Quand j'ai pris ce papier, que je l'ai lu à la maison, je me suis dit, mais oui, en fait, on connaît ces conseils. On les a reçus, on les a écoutés depuis notre enfance. À chaque fois qu'il y a un mariage chez nous, on ne dit jamais à la mariée, félicitations, je vous souhaite tout le bonheur, etc. On lui dit toujours, patiente, sois patiente. Mounial. Eh bien, pour moi, finalement, voilà un mot qui symbolise d'abord une valeur fondamentale de notre culture, mais également de toutes les religions monothéistes, mais qui devient un mot qui sert d'oppression aux femmes. Oui, donc, pour moi, ça a été le fil conducteur finalement pour pouvoir parler de toutes les formes de violence. Rester patiente, tout simplement. Tout à fait. Donc, en fait, les conseils d'un père à sa fille, ce document que le monsieur vous a remis, a été en fait un peu cette raison pour laquelle aussi, enfin, pas la raison finale, mais bon, ça a été un peu un petit déclic qui vous a décidé à écrire en fait sur
votre expérience de femme qui a été victime des violences basées sur le genre? En fait, je savais déjà que j'allais écrire un roman sur les violences faites aux femmes. Mais j'étais en train de chercher comment aborder ce sujet-là. Je ne voulais pas écrire d'autobiographie ou alors un roman vraiment linéaire. Donc je réfléchissais, je ne voulais pas non plus en faire trop. Comme on dit, parce que parler de toutes les formes de violence dans un seul roman, ça reste quand même assez difficile. Tout à fait. Et donc, pour moi, regarder ces conseils qui sont là sur un papier et qu'on connaît, qu'on a écouté tout au long de notre enfance et qu'on continue à écouter à chaque fois qu'il y a un mariage chez nous, eh bien, pour moi, c'était le fil conducteur pour pouvoir évoquer toutes ces violences. D'accord. Donc, parle-nous un peu de ton roman « Les Impatientes ». De quoi s'agit-il? Eh bien, le roman Les Impatientes, comme je l'ai dit, publié en 2017, d'abord sous le titre Mounial, les larmes de la patience, donc publié par les éditions Proximité au Cameroun. C'est un roman qui a donc gagné d'abord le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris en 2018, puis le premier prix Orange du livre en Afrique, donc le fameux Pola. Et c'est d'ailleurs ce prix qui a permis au roman d'être remarqué en France, republié en France sous le titre Les Impatientes, et qui a eu donc aujourd'hui le parcours qu'on lui connaît, concours des lycéens, 7 choix concours à l'international, le prix également de l'Association des mères francophones, le prix Métis des lycéens, etc. Plus de 35 traductions. Aujourd'hui, on est à plus de 500 000 exemplaires vendus rien qu'en France. Félicitations. Eh bien, c'est un roman polyphonique qui donne la voix à 3 femmes. 3 femmes qui se lèvent chacune à son tour pour parler d'une forme de violence. La première héroïne, c'est Ramla, une jeune fille de 17 ans qui est confrontée au mariage précoce et forcé. Le mariage précoce et forcé, qu'il faut le rappeler ici, est l'une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce que c'est une violence qui entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Et on le voit aussi à la suite du roman avec la deuxième héroïne qui est hindoue, la sœur de Ramla, qui se marie le même jour qu'elle avec son cousin Moubarak. Et elle, hindoue, elle va être confrontée aux violences physiques, psychologiques, mais également au viol conjugal. Et là, on rentre en plein cœur des violences physiques et on se rend compte de la complicité finalement de toute la société qui préfère fermer les yeux sur ce qui dérange. Et à la fin, on a un personnage assez mystérieuse qui est donc Safira, la première épouse de cet homme qui a épousé Ramla. D'accord, la première. Et donc, on a de la sympathie envers Ramla, la plus jeune, puisqu'on a vu en première partie se battre contre ce mariage précoce et forcé. Mais Safira, c'est une femme de 35 ans qui est déjà maman, qui a des filles qui ont le même âge que Ramla et à qui on dit aujourd'hui, tu es vieille, tu n'es plus que la Dada Sahara, c'est-à-dire la maman de la maison, et que tu devrais donc te résigner et accepter de céder ta place. Et Safira, à qui on donne le conseil, sois patiente, eh bien, elle décide de ne pas se résigner, de se battre, non plus pour l'amour de l'époux, mais simplement pour garder la seule place que la société lui accorde et lui reconnaît, celle d'épouse et celle de mère. Donc, à toutes les 3 femmes, à chaque fois qu'elles veulent dire non, eh bien, vous avez toutes les femmes alentour, toute la société qui leur dit patiente, mounial, mounial, mounial. Et à la fin, toutes les 3 ont envie de dire ce qui peut être un blasphème pour notre société. Je ne veux plus être patiente. Je suis fatiguée de supporter, de me sacrifier pour le bonheur de tout le monde, sauf le mien. Ça vous donne envie de lire le roman? Oui, ça me donne envie de lire le roman. Mais est-ce que ça se termine bien surtout? Non, mais ça, je ne peux pas te le dire. Il faut le lire. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, ça donne envie de lire le roman. Et je pense que ça touche à toutes les problématiques justement des femmes, du mariage forcé et des violences faites aux femmes aussi, dont on ne parle pas assez en Afrique parce que ça reste souvent tabou. Exactement. Et où est-on dans tout cela? Où est-ce que ton expérience personnelle rentre en jeu? Quelle a été, toi, ton expérience? Eh bien, ce n'est pas un roman autobiographique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis... Oui. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore écrit... Oui. Enfin, j'ai écrit un roman autobiographique, mais je ne l'ai pas publié. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ceci dit, par rapport à ce que j'ai vécu,
Et beaucoup de personnes font le parallèle et essayent de toujours me comparer. poser la question. Oui. Mais finalement, sur les 3 personnages, qui es-tu? Peut-être je suis les 3 à la fois. Oui, c'est Peut-être ça. que je suis plutôt je pense, Ramla, plutôt hindoue, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage également précoce et forcé à un homme qui avait plus de 55 ans. Et cela m'a fait énormément souffrir. J'ai vécu toutes les formes de violence décrites dans le roman, que ce soit le viol conjugal, les violences physiques, psychologiques. Et ça m'a pratiquement détruite. C'est pour cela que je dis aussi que la littérature m'a changé la vie, parce qu'en ouvrant un roman, c'était le seul moment de bonheur que j'avais. Tu pouvais t'échapper. Je pouvais m'échapper, je pouvais être celle que j'avais envie d'être, voilà, en vivant à travers ces héroïnes de romans. Et puis un jour, j'ai trouvé un agenda tout simple, tout bête, qui traînait dans mon salon. Après une ultime tentative de suicide, de fugue, etc., je prends cet agenda et je me mets à écrire. Sans préméditation. À aucun moment, à ce moment-là, je ne me suis dit, je vais écrire un roman, je vais être romancière ou je vais même témoigner ou quoi que ce soit de ce genre. C'était juste. C'était exutoire. C'était, j'ai écrit pour moi, pour vomir sur le papier toute la colère, tous les ressentiments que je ressentais. Et finalement, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de quitter ce mariage, ça m'a permis de me remarier, de revivre encore des violences. Ça me suivait, hein, heureusement. Et puis, j'ai eu des filles, 2 filles. Et Du même mariage ou de mariage? Oui, donc de mon deuxième mariage. D'accord. Et je me suis posé une question. Si je reste là et que je ne fais rien, mes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent? La réponse était simple. Elles vont avoir 13 ans, 14 ans. On va les envoyer en mariage. Et en tant que leur mère, je n'avais pas le droit à la parole parce que j'étais une femme. Alors j'ai dit non. Je me suis enfuie. J'ai décidé d'avoir une voix qui résonne, qui sera suffisamment forte pour dire justement non et protéger mes enfants de ce que j'ai moi-même vécu. Et donc c'est ce qui m'a encouragée à montrer mes manuscrits, ce qui m'a encouragée à publier, ce qui m'a encouragée à me montrer tout court et à dire haut et fort que je ne suis pas d'accord. Donc, être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Et donc, dis-nous un peu, quel a été ton parcours en fait? Donc, tu es mariée à 17 ans, mais avant tu habitais avec tes parents, tu as fait le lycée, explique-nous un peu. Oui, donc j'ai été inscrite à l'école. Oui. J'ai eu la chance quand même, mon père était professeur de lycée. D'accord. Donc je viens d'une famille plutôt moyenne. Ma mère est égyptienne, ce qui fait que j'avais une double culture. Et j'ai eu une enfance très heureuse dans une grande concession familiale. Où, au Cameroun, hein? Au Cameroun, plus principalement au nord Cameroun, dans la ville de Maroua, où je suis de l'ethnie Peul. Et je vivais donc dans cette grande concession avec ma tante et ma grand-mère, mes oncles, etc. Et il y avait toujours un tiraillement, hein, presque, même si c'était invisible, entre ma mère, qui nous éduquait selon sa propre culture arabe, égyptienne, et puis ma tante, qui absolument s'arrangeait. Elle a quitté son mariage dès que ma mère a commencé à avoir des enfants parce qu'elle n'en a pas eu. Et elle s'est arrangée, elle s'est assurée qu'on allait avoir le poulakou, c'est-à-dire l'art de vivre Peul. Et finalement, enfant, on avait des informations quelquefois qui sont diamétralement opposées. Quand je marchais dans la rue avec ma mère, par exemple, elle me dit « Marche droit, marche vite, arrête de regarder à gauche, à droite comme ta tante. » Et quand je marchais avec ma tante, « Arrête de marcher comme un soldat, arrête de marcher comme ta mère. Une femme, ma chère, ça ne marche pas, ça flâne. » Donc, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu marches vite ou tu flânes? Mais bien sûr que je flâne. Mais ça a été une belle expérience, ça, j'imagine. Oui. De culture. Donc, une belle enfance jusqu'à ce que, finalement, on m'a fiancée à 14 ans. Et à ce moment-là, c'était normal, en fait. Je vivais dans une société où les filles se mariaient entre 12 ans, 13 ans. À 16 ans, déjà, on était presque laissés pour compte. Je n'avais pas vu qu'il y avait un problème.
La seule différence, et ça je le dis avec toute la gravité nécessaire, la seule différence entre toutes mes camarades de classe et moi, qui se sont toutes résignées à leur sort, qui sont toutes restées exactement ce que la société attend d'elles, c'est juste que moi j'avais lu des livres et elles non. J'ai été passionnée par la littérature, par la lecture très très jeune. Donc j'ai vraiment, pour moi, j'avalais presque les livres. Et à l'adolescence, voilà, je m'intéresse à la littérature africaine. Je lis des auteurs comme Sembène Ousmane, comme Ferdinand Oyono, mais surtout je lis Mariam Abba. Bah, oui, et je me rends compte qu'elle parle de nous, qu'elle parle de notre société, qu'elle parle de ce que vivent les femmes. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux sur ce qui se passe. Je comprends ce qu'il y a autour de moi. Je me rends compte que les femmes se taisent, ne disent pas ce qu'elles vivent vraiment. Et puis surtout, je me mets à faire attention aux autres. Et donc, voilà, ça a été pour moi le déclic. Et peut-être c'est ce qui a été aussi la cause de ma souffrance. Parce que quand je disais, non, je ne veux pas, je ne me résigne pas, je ne suis pas d'accord, les autres me disaient, mais tu es folle. Oui, donc à un moment, j'étais persuadée que c'était moi qui avais un problème. Et donc, mais tu arrives à finir ton lycée, ton bac, avant de te marier? Je me suis mariée quand j'avais eu mon BPC, c'est-à-dire fin de la troisième. Oui, ça. Je me marie et contrairement aux autres, je décide de continuer mes études. La rentrée, ce mari-là, qui était un grand-père, me voit me mettre en uniforme et j'ai dit, je vais au lycée. Me regarde d'un air bizarre, c'était le maire de la ville en plus. Comment ça, tu vas au lycée? Ben, je vais au lycée, je continue mes études. Et là, j'ai eu une grande chance parce que mon père m'a soutenue. Il m'a encouragée à continuer mes études. Il était professeur, d'ailleurs, il était mon professeur d'arabe dans mon lycée. Et c'est comme ça que je suis allée jusqu'à avoir mon bac. Ensuite, je suis passée par plusieurs formations. Et là aussi, c'était un problème parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'université dans ma région natale. Et finalement, la majorité des filles arrêtaient leurs études au niveau du lycée parce que ce n'était pas possible de continuer les études supérieures parce que les filles ne pouvaient pas aller dans une autre ville, vivre seules, donc pour pouvoir avoir accès à l'université. Donc j'ai fait des formations en bureautique, en micro-édition, etc. jusqu'à ce que je puisse divorcer, me remarier. Et là, j'ai pu aller dans un institut pour faire des études supérieures en gestion commerciale. Et évidemment, ce n'est pas la littérature, mais cela m'a permis quand même d'avoir une formation et un diplôme. Et puis quand je décide, 10 ans plus tard, de fuir carrément mon deuxième mariage pour sauver mes filles, mais également pour me sauver moi des violences conjugales, eh bien, j'ai été quand même contente d'avoir un diplôme, de pouvoir travailler, déjà trouver un emploi, participer à des ateliers d'écriture à l'université de Yaoundé 1 avec Pabé Mongo, qui a été vraiment mon mentor, à qui j'ai montré mon manuscrit et qui m'a tenu la main. Et à l'époque, il avait cette association qu'il avait fondée sur ce concept-là qui s'appelait la Nolika, c'est-à-dire la nouvelle littérature camerounaise. Et donc, grâce à ça, j'ai pu faire mes débuts. Rencontrer des personnes qui sont dans la littérature est hyper importante pour moi, des amis, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la littérature, que j'ai pu aller jusqu'au bout, publier, mais surtout sensibiliser à travers la littérature. Djaïli, à chaque fois que tu as quitté ton premier mariage, et ensuite ton deuxième mariage, comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction de tes proches? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils étaient fâchés? Enfin, comment ça s'est passé? Eh bien, disons que pour mon premier mariage, ça s'est passé vraiment dans des, circonstances quand même assez difficiles et tragiques pour moi, puisque j'avais réussi à discuter avec mes parents et ils étaient tout à fait d'accord avec moi, ils m'ont encouragée à partir. Mais en plein procédure de divorce et tout ça, mon père est décédé. Et là, ça a été vraiment le choc et tout. Mais ma mère a tenu à arranger les choses,
arranger les choses dans le sens où je vais voilà, aller jusqu'au bout de ce que mon mari voulait et libérer cet enfant. Et donc, elle m'a soutenue et ça s'est bien passé. Mon deuxième mariage, je l'ai choisi. Ce n'était pas un mariage forcé ou autre, c'était mon choix. C'était un mariage, non seulement un mariage d'amour, mais sauf que justement, c'est là où ça fait mal. Parce qu'une fois qu'on donne son cœur, mais qu'après on commence à vivre des violences physiques, parce que les violences conjugales, ça commence toujours de la même manière. Hein. C'est toujours quelqu'un qui vous oppresse, tu ne sors pas, tu ne parles pas aux gens, etc. Ensuite, ça commence par des insultes, une petite gifle, et puis c'est le cycle de la violence. Je te frappe, je m'excuse, je deviens le meilleur homme dont tu puisses rêver. Et puis ensuite, ça recommence les coups et on entre dans un cercle vicieux où il est extrêmement difficile de s'extraire. Et pour moi, ça a duré 10 ans. 10 ans pendant lesquels j'ai supporté tous les coups. Et où je me suis persuadée que je ne valais rien, que j'étais au plus bas et que personne ne voudrait jamais de moi. Parce que le bourreau vous persuade que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous n'êtes pas suffisamment intelligente, que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va vous aimer ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'était difficile, d'autant plus que quand on quitte un premier mariage, vous avez déjà le regard de la société qui vous juge. Tout à fait. Et donc, accepter de partir d'un deuxième mariage, ça veut dire simplement que vous êtes une mauvaise femme, une mauvaise fille, une mauvaise mère, et surtout une mauvaise épouse, que vous êtes, comme on dit, quelqu'un qui ne restera jamais dans un foyer, que vous êtes rebelle. Ce n'est pas un compliment quand on vous dit que vous êtes une rebelle. Et donc, là, il fallait d'abord lutter contre soi-même. Oui, c'était toi-même la petite voix qui te disait la petite voix qui te dit, c'est encore un échec. Un échec. Un autre échec. Accepter que, voilà, je suis absolument tout ce qu'il ne faut pas être. Je vais à l'encontre de tout ce qu'on m'a inculqué de l'enfance. Et surtout, il y a des enfants qui sont là, qui sont des petites filles. Je suis partie avec elles. Et pour me punir, parce que dans ce mariage-là, je m'enfuis carrément, parce que chaque fois que je suis partie plusieurs fois. Après chaque coup, je suis partie. Parce que je ne voulais pas me dire que, voilà, que j'accepte ça. Et à chaque fois que je suis partie, j'ai eu le même discours. D'abord, reste patiente, Mounial, et ensuite on commence à t'énumérer toutes les choses que tu as fait de travers. C'est de ta faute s'il t'a frappé, parce que tu parles trop, parce que tu n'es pas suffisamment bien. Qu'est-ce que tu as encore fait pour qu'il te frappe? Pourquoi avec toi c'est toujours la même histoire? Pourquoi tu ne peux pas supporter comme toutes les autres et rester bien calme et accepter tranquillement? Et puis, à chaque fois aussi, pour lui aussi, ça a été aussi le même schéma. Je te frappe, mais après, je vais t'offrir un voyage à Paris et puis le sujet est clos. On ferme la page et on ne revient plus dessus. Donc, partir a été extrêmement difficile. Et quand je suis partie, pour me punir, mon époux a kidnappé mes filles. Je suis restée presque 2 ans sans les voir, sans avoir accès. C'est-à-dire, même les membres de ma famille ne pouvaient pas s'approcher de mes enfants. Et ça, c'était extrêmement difficile. Et à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière sur mes pas pour être, voilà, avec mes enfants. Et puis surtout, vous avez toute la société qui vous dit c'est de ta faute. Tu es une mauvaise mère. Qu'est-ce que tu veux? Tu es une rebelle. C'est parce que tu veux te prostituer que tu es partie. Parce que ça, c'est aussi les mots qu'on entend. Une fois qu'une femme décide de ne plus rester dans son mariage, c'est une pute. Et là, c'est-à-dire, même si vous savez au fond de vous-même que vous n'êtes pas ce qu'on veut exactement vous coller, eh bien, ça vous fait quand même mal d'avoir à chaque fois à vous justifier que non. Et donc, réussir à publier un roman, réussir à porter la voix des femmes, pour moi, ce n'était pas qu'une option. Du moment où j'avais choisi de ne pas revenir en arrière, il y avait cette obligation voilà, de continuer, mais également de réussir. Réussir n'était pas qu'une option.
C'était obligé que réussisse. Et je suis extrêmement reconnaissante envers la vie, envers le Tout-Puissant, voilà, d'avoir su porter ce message-là, d'avoir su témoigner, mais également d'avoir su me faire comprendre. Et aujourd'hui, je peux te dire que je suis extrêmement fière. Ma première fille est aujourd'hui à Paris. Elle fait un master en droit des affaires. C'est une fille extrêmement épanouie et surtout c'est une jeune femme qui a le choix, qui a la possibilité, voilà, d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle entreprend. Ma deuxième fille également fait un master en communication et ce que j'ai voulu leur donner aussi, et ma deuxième fille, elle vient de se marier. C'était son choix, c'est son amoureux. Et ce que j'ai voulu leur donner comme message, c'est ça, être des jeunes femmes indépendantes, instruites, et qui vont pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent et jusqu'au bout de leur choix. Et je suis vraiment fière d'avoir, voilà. Et grâce au roman, j'ai pu également ouvrir une association qui parraine des enfants. C'est ce que je voulais même te demander, c'est bien que tu en parles. Voilà, sensibilise sur l'importance. Femmes du Sahel. Voilà, donc ça. On peut aller sur le net, c'est juste femmesdusahel.org. Donc on fait des sensibilisations dans les lycées, les collèges sur l'importance de l'éducation des filles, l'importance pour les filles d'avoir des diplômes et comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Je suis également ambassadrice de l'UNICEF et à travers l'association, nous ouvrons également des bibliothèques au Cameroun. Nous parrainons des enfants. Pour cette année scolaire, par exemple, nous avons partagé des kits scolaires à 500 enfants. Et donc, voilà, nous essayons quand même... de sensibiliser. Voilà, d'aller jusqu'au bout des choses. Mais vous voyez que la littérature, en réalité, c'est large et ça peut ouvrir à plusieurs autres choses. Bien sûr, ça ouvre d'autres portes et puis ça permet, comme tu as dit, c'est un exutoire aussi parce que ça permet de vivre une autre vie quand on n'est pas forcément heureux et puis de montrer ce que le monde peut offrir aussi. Et puis je ne t'ai pas dit, Aïssata, je me suis remariée avec un prince charmant pour vous dire que quelquefois ça marche. Non, oui, ça fait 13 ans. Oh, c'est bien. Donc c'est à la publication de mon premier roman et on a 2 enfants. Et c'est dire que ce n'est pas parce qu'on a vécu de la violence que le monde s'arrête en fait. Il faut juste avoir le courage de continuer et puis on va tomber sur le bon. Voilà, c'est ça. Le troisième a été le bon. Mais si on t'avait dit ça avant, tu aurais dit jamais, n'est-ce pas? J'allais jamais le croire. Et pourtant, tu l'as vécu et c'est une réalité. Comme quoi, la vie nous montre des choses qu'on ne peut pas savoir en fait. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Et donc, tu es à Abidjan. Oui. Pour justement la promotion, je pense, de ton livre, c'est ça? C'est bien ça? Oui, je suis là pour la caravane du livre, absolument. Qui est organisée par l'Association internationale des libraires francophones. Tout à fait. Et à Abidjan, je suis aussi là avec la librairie de France. Donc, il y a eu quand même plusieurs choses, donc des rencontres dans les universités. Hier, on en a fait 2, et puis d'autres rencontres. Cet après-midi, on aura voilà, la grande ouverture de la caravane du livre. Et c'est extrêmement important voilà, de discuter avec les jeunes de l'importance de la lecture. Comment, pour moi, ça a eu un impact, puisque comme je l'ai dit, pour moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et puis, après Abidjan, je vais à Cotonou toujours pour cette caravane du livre. Et voilà, donc je pense que pendant 2 semaines, plusieurs villes africaines vont pouvoir bénéficier voilà, de cette caravane où on va vendre des livres vraiment moins chers, je pense carrément la moitié du prix, où le livre va aller vers le lecteur et non plus le lecteur qui va dans les librairies, et puis etc. Donc il y aura des concours, des jeux, vraiment autour du livre et ça me fait chaud au cœur, c'est vraiment important que pour une fois, la littérature s'invite et la littérature est au centre voilà, de quelque chose. On parle beaucoup dans nos sociétés de sport, voilà, de musique, etc. Je pense que la littérature n'est pas suffisamment valorisée dans nos sociétés. Tout à fait, mais justement, parce que, et en plus maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux où les gens même ne lisent plus, n'ont même plus le temps même de lire, comment justement encourager les jeunes à lire un peu plus? Eh bien, première chose, je pense que les jeunes, et surtout les enfants, imitent les parents. Mais comment voulez-vous que l'enfant se mette à lire et aime les livres si vous, le parent, la maman, le papa, vous êtes
tout le temps sur votre téléphone. Mais il vous imite, il est aussi sur sa tablette ou sur son téléphone, et puis c'est bon. Mais si vous, le parent, vous donnez l'exemple, papa lit au moins le journal, maman a des romans à la maison, et que pour Noël, même si on offre des jouets, on offre aussi des livres, ou pour la fête de Ramadan, etc. Et que finalement, on dissocie la lecture plaisir du livre manuel scolaire. À ce moment-là, l'enfant va avoir le goût de la lecture, et une fois qu'on attrape ce virus-là, je vous jure, on n'en guérit pas. C'est vrai. C'est vrai, mais vraiment, la clé, c'est de leur faire attraper ce virus, en fait. Voilà, il faut les contaminer. De vraiment les mettre au contact des livres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, vraiment, félicitations pour tout ce que tu fais. Cette conversation pourrait durer des jours, même pas, je dirais même pas des heures, des jours. Et vraiment, j'aimerais la continuer avec toi éventuellement. Mais là, il faut qu'on s'arrête parce que bon, il y a plein d'autres choses à faire. Et on passe à la partie du petit cadeau. Donc, on fait le petit cadeau, c'est pour faire la promotion des entrepreneurs africains, pour montrer qu'on fait des belles choses chez nous en Afrique et encourager les gens à consommer africain, c'est important. Consommer, et d'ailleurs je pense à ça maintenant, on peut consommer aussi des livres. Hein. Ah mais oui, bien sûr. On ne consomme pas seulement voilà. Donc le premier cadeau, Maison Pécosse, c'est une bougie. C'est une bougie donc que tu peux ouvrir. Hein, mais oui. Mais c'est trop gentil. Une dame voilà, qui fait des bougies. Voilà, donc oh là là. Voilà, et c'est bien emballé. Mais tout ça. Oui, c'est beau. Voilà, ouais. Oh mais qu'est-ce que c'est beau. L'emballage. Ah mais déjà, j'adore l'emballage. Oui. Oui. Déjà, hein. Déjà l'emballage. Ça, c'est important aussi parce que ça fait partie de la présentation. Oh là là. Et ça sent bon aussi, surtout. Ça s'appelle boigny. Oui. Bois de Santal agrumes. Oui, je vais le sentir. Ah oui, ça sent super bon. Ah oui. Ça sent, mais c'est trop gentil, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et le deuxième cadeau vient de Adeba Nature. Adeba Nature, c'est une dame qui est basée ici en Côte d'Ivoire aussi et qui fait des produits naturels pour les cheveux, pour la peau. Elle a son usine, elle a quitté les États-Unis et est venue créer son usine ici, à Beaunois, pas loin d'Abidjan, voilà. Et donc elle fait ses produits mais c'est magnifique. ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Il y a un baume, un savon, c'est wow. ça. Oh, c'est trop gentil, non, merci beaucoup. Non, avec plaisir. Ce sont nos partenaires, hein, donc ils sont heureux d'offrir. Et puis pour finir, c'est du miel. Ah, voilà, encore du miel. Oui, voilà. Non, mais je suis gâtée. Si tu veux, je peux prendre. Hein. Non, mais je prends mon miel. Ça se fait pas de prendre les cadeaux. Tout à fait. Et le miel s'appelle Kémissua. Voilà, Kémissua. C'est du miel. Et d'ailleurs, c'est une Congolaise, mais qui est basée ici et qui fabrique du miel 100% fabriqué en Côte d'Ivoire. Waouh. Ouais. Ah, mais c'est trop gentil. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, tu repars avec des jolis présents de la Côte d'Ivoire. Ah, mais c'est trop gentil. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Merci, je t'en prie. Ah, mais c'est vraiment gentil. Non, c'est normal. C'est nos partenaires, ils sont heureux d'offrir. Voilà. Qu'est-ce que c'est gentil. Merci, Aïssata. Non, je t'en prie. Merci beaucoup, c'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Très belle émission. Merci. Merci à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt.